Par ici. Europe Latin. Par ici. Voilà. Je vais demander. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est pas une séance de photos. Je vais demander à mes porte-paroles de venir là. Je précise que cette prise de parole est une première étape, que je n'ai pas actuellement encore traité tous les sujets. C'est un rapport d'étape par rapport aux premiers contacts et aux premiers travaux. Donc éventuellement, je n'ai pas forcément l'opportunité de répondre à toutes les questions qui viendront dans un second temps, probablement d'ici un mois et demi. Je referai une communication sur une seconde étape approfondie. La proposition concrète que je fais, c'est d'affecter une part de la fiscalité existante sur les carburants à un budget propre européen pour financer le programme des réseaux transeuropéens de transport. Ce que je vois, c'est que tant qu'il n'y aura pas de budget propre sur la politique transeuropéenne de transport, il ne se fera rien. C'est pour ça qu'il faut des budgets publics bien identifiés, puisque les projets sont déjà bien identifiés au niveau de l'Europe, mais qu'en face, il n'y a pas les moyens budgétaires de les réaliser. Europe par la preuve ensuite sur la question de l'agriculture. Aujourd'hui, la PAC accélère la désertification, subventionne la destruction de l'environnement, je pèse mes mots, puisque lorsque les aides européennes arrivent massivement sur l'agriculture intensive qui irrigue et qui pollue par les intrants chimiques, indirectement, on a aujourd'hui une politique européenne qui subventionne la destruction de l'environnement. Alors ça suffit. Il va falloir réorienter la politique agricole commune, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les actes, vers la qualité, vers la protection de l'eau et vers le maintien des territoires. Parce que là aussi, si un tel écart entre les discours et les actes subsiste, mais il y aura une révolte profonde contre l'Europe. Le dernier thème d'action de l'Europe par la preuve, c'est le chantier de la solidarité avec les pays en développement. Il faut redonner un nouvel élan dans une approche de développement solidaire avec les pays concernés en faveur de projets innovants. Et là-dessus, je fais comme proposition concrète qu'au moins 20% de l'aide au développement soit consacrée par des circuits courts à des programmes directs de coopération décentralisée par les collectivités territoriales et par les ONG. Je voudrais maintenant en venir au troisième thème de l'action par la preuve, c'est l'ambition sociale. C'est un sujet délicat parce qu'on sait que la plupart des pays européens n'ont pas forcément le même point de vue en fonction de leur histoire, de leur idéologie aussi. Et donc si l'on repart des peuples, on voit eux que les peuples ont tous les mêmes aspirations. Aucune harmonisation en matière sociale ne doit se faire en dégradant la situation des travailleurs d'un État membre. Alors, j'ai conscience que certains pays, notamment à l'est de l'Europe, peuvent tenter de tirer parti d'une fiscalité très faible ou de coûts salariaux inférieurs aux nôtres, mais cela n'aura qu'un temps. Et donc l'Union doit aider ces pays à relever leurs standards sociaux par un effort vigoureux de solidarité. Il est normal que les pays qui font ces efforts de critères de convergence sociale reçoivent une aide européenne supplémentaire. Et donc on n'est plus dans l'Europe punitive, on est dans l'Europe qui encourage la convergence vers ces critères sociaux. Mais maintenant, je crois qu'il faut nous concentrer sur un meilleur fonctionnement de l'Union. Et je vois plusieurs outils. D'abord, le débat démocratique. Je l'ai dit, je crois vraiment que l'Europe a souffert d'un déficit démocratique. Le deuxième outil, c'est le budget. À la hauteur des ambitions européennes, on l'a dit, le budget, on le sait, européen doit être augmenté, mais à condition aussi d'apporter des preuves aux citoyens qu'il n'y a ni gaspillage, que tout euro dépensé est un euro utile. Le troisième outil, ce sont des politiques économiques mieux coordonnées et plus réactives. On sait aujourd'hui, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le seul instrument de coordination des politiques économiques, c'est le pacte de stabilité et de croissance. On en connaît les lourdeurs, on sait aussi que parfois les grands pays n'hésitent pas à s'en affranchir,
ce qui suscite l'irritation des petits États. Il n'est pas sain non plus que la Banque centrale ait pour seul objectif la maîtrise de l'inflation et non la croissance. Vous êtes pour ou contre la Turquie à l'Union européenne? Alors, une réponse courte. Rien n'est simpliste. Donc, je crois que vous le savez, le processus est engagé. Le processus se terminera par un référendum. C'est ce qui est prévu. Un certain nombre de conditions doivent être remplies. Puisqu'il y aura un référendum, la parole sera donnée au peuple français et ces questions-là seront débattues. Mais je demande votre opinion, pas l'opinion de la peuple français, là. Mais je vous l'ai donné, mon opinion est celle du peuple français, en l'occurrence. Une question qui est liée à ce thème-là. Vous avez annoncé que vous étiez favorable à cette proposition de loi que le Parti socialiste va déposer demain, qui pénalise la négation du génocide arménien. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, la Turquie doit d'abord reconnaître l'existence de ce génocide avant d'intégrer l'Europe? Ce serait cohérent. Je crois que c'est lié. La question de la reconnaissance de son histoire, elle a été aussi parfois douloureuse pour la France. C'est vous dire que, en toute modestie, il faut reconnaître que c'est pas facile pour certains pays de reconnaître un certain nombre d'exactions ou d'épisodes qui sont totalement contraires au respect de la dignité humaine. Et je pense que dans les conditions qui sont posées à la Turquie par rapport aux droits de la personne humaine, la reconnaissance de la réalité de son histoire en fait partie. Écoutez, c'est évident que si la Turquie doit un jour confirmer sa candidature et entrer dans l'Europe, c'est évident qu'il faut qu'elle reconnaisse le génocide arménien. Enfin, c'est évident. Et donc, les choses doivent se faire. Mais il y a bien d'autres sujets sur la question des convergences de nos valeurs. Une petite parenthèse sur la politique agricole commune. Oui. Vous parlez d'un redéploiement de ce budget aux régionalisations. Est-ce que vous êtes favorable à une baisse de ce budget au profit d'autres projets tels que la recherche, l'infrastructure ou autres? Et pour l'instant, non. Parce que déjà, la réorientation des aides est déjà un très lourd travail. On voit que la réorientation des aides à l'agriculture est directement liée à des politiques de santé et de prévention dans ce domaine. Que les réorientations des aides de la politique agricole sont directement liées à l'aménagement du territoire. Quelle relation, selon vous, l'Europe doit-elle entretenir avec la Russie de Vladimir Poutine? Dans l'état actuel des choses, les démarches qui sont faites, là aussi pour faire progresser un certain nombre de droits, en particulier la liberté de la presse, par exemple, me semble tout à fait justifié et tout à fait fondé. Donc pas de complaisance à l'égard de ce pays. Deux précisions. Quand vous parliez de rendre le pilotage à l'Eurogroupe, est-ce que vous voulez dire qu'il faut supprimer l'indépendance de la Banque centrale européenne et confier la politique monétaire à l'Eurogroupe? Non, je n'irai pas jusque-là, mais une forme d'indépendance n'est pas incompatible avec une forme d'obéissance.